Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode des Fallops. Mon nom est Mélanie Couture. Je suis en compagnie de mon co-animateur Eric Preach. Bonjour Preach. Bonjour. Toujours un plaisir de co-animer avec toi. Et aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que ça fait longtemps qu'on joue à la tag, elle et moi, par Internet. On essaie de savoir... Oh, je viens de voir ta main passer dans le cadre puis flatter le micro. Pour ceux qui écoutent en audio, c'est un peu weird. Il flatte la perche de façon séductrice. Qu'est-ce que je dis? Garde, je ne tarderai pas plus longtemps. Je vous présente Malicia Hotton, qui est bachelière en sexologie et aussi accompagnatrice sexuelle. Donc, un mix qu'on veut démystifier. Allô, Malicia. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Un peu stressé, c'est la première fois que je fais un podcast. Bienvenue, Il faut une première fois à tout. Merci. Ben écoute, ça nous fait plaisir. Si on a besoin d'ajuster le son, JP, tu nous le dis, on va avancer le micro, on va le reculer, peu importe. Parce que des fois, nous, on projette pas mal plus que les invités. Surtout quand on rit, là. Ouais, c'est pour ça que je recule ça ici. Désolé d'ailleurs pour vos oreilles. Oui. Voilà. Oui, voilà. Malicia, tu es bachelière en sexologie. Est-ce que tu l'as fait à Montréal? Oui. Parce que à l'UQAM, c'est ça, exactement comme moi. Pas dans les mêmes années, par exemple. Tu l'as fait... Moi, j'ai fait en 2016 jusqu'à 2019. 2016 jusqu'à 2019. Ouais, c'est récent. Quand même récent. Et est-ce que tu as décidé d'accrocher accompagnatrice sexuelle après ça ou tu l'avais avant ça? Alors, pour faire un petit résumé de ma vie... Et on va aussi mentionner qu'est-ce qu'une accompagnatrice sexuelle pour des gens. Ben oui, on va commencer déjà par ça. Vas-y, je t'écoute. Alors, accompagnatrice sexuelle, eh bien, en fait, je fais du travail du sexe. Je suis travailleuse du sexe auprès de personnes en situation de handicap. Donc, handicap physique. Je spécifie bien handicap physique parce qu'au niveau du consentement avec le handicap mental, bon, ben, c'est vraiment touché. Donc là, je préfère ne pas aller jouer avec Je comprends. Là. Donc, cette activité-là, en fait, j'ai commencé en 2015, exactement, entre 2014 et 2015, je dirais. À ce moment-là, j'étais encore en France. Puis en France, en fait, j'ai commencé dans l'escorting. Puis je me suis... Dans le? L'escorting, dans le travail du sexe. L'escorte, OK, c'est ça. OK, parfait. Et puis, en fait, avec les mois passants, j'ai eu une première demande d'une personne en situation de handicap qui m'a demandé si je serais à l'aise de rencontrer cette personne. Puis... Moi, je ne savais pas, je n'avais jamais fait ça avec une personne en situation de handicap. Donc, je me suis dit, OK, on va essayer. Puis, ça s'est super bien passé. Puis là, je me suis dit, OK, c'est plus vers ça que je veux aller comme type de travail du sexe. Est-ce que c'est parce que... En fait, j'aurais tendance à vouloir donner des idées de pourquoi t'aimes mieux aller vers ça, mais je vais te laisser répondre. OK. Puis après ça, je te dirai pourquoi je pense que t'aimes mieux aller vers ça. On va voir si t'avais les bons préjugés. Peut-être, c'est ça, j'ai-tu les bons préjugés? C'est exactement ça que je veux savoir. OK. Alors... OK. Et juste vous dire aussi, d'ailleurs, j'en profite, c'est que je suis rentrée du Mexique il n'y a pas très longtemps, une dizaine de jours, j'ai encore l'oreille droite bouchée. Donc... On parle fort. Moi, ça va, mais je veux juste, si je parle pas assez fort, vous me le dites parce que je suis pas sûre avec mon oreille. OK. T'es rentré de? Je suis rentrée du Mexique et puis j'ai l'oreille bouchée encore du Mexique. Moi, je suis rentré samedi puis j'ai pas rien. Tes oreilles sont bonnes en avion. Oui. Mais petit problème de naissance. Ouais, pas trop. Mais projette sans problème. Puis au pire, allez, on va te dire si tu parles trop fort. Ça le fait. Alors, tu me guideras si j'ai les bons préjugés. Oui, effectivement. Donc, alors, pourquoi j'ai voulu continuer avec les personnes en situation de handicap? Parce qu'au niveau de la rencontre, pour moi, j'ai trouvé ça plus doux. Mais c'est mon préjugé. Attention, ça, c'est ma perception et puis ça n'engage que moi. C'est-à-dire qu'une autre personne aura d'autres raisons pour lesquelles le faire. Moi, ça a été pour moi, ça. Parfait. Parce que c'est plus doux. Parce que c'est une personne aussi qui, majoritairement, n'a pas accès à une sexualité. Donc, je pouvais apporter un service qu'elle ne pouvait pas avoir d'une autre manière. Moi, il y avait aussi une sorte de sentiment d'utilité plus que dans le travail du sexe classique. Et encore que là, pareil, je fais encore une discrimination. Mais c'est un sentiment. C'est un sentiment. Tu as le droit d'avoir le sentiment que tu as. C'est ça. Oui. Après, c'est au niveau sécurité aussi, évidemment. Parce qu'une personne qui est alitée, que c'est moi qui ai tout à faire, entre guillemets, je me sens plus sécure de me dire, si ça se passe mal, je peux vite partir, entre guillemets. Je comprends. J'ai pas envie de mourir, moi, pour ma job. Qui a envie de faire ça, là, tu sais? Donc... Oui, je comprends. Voilà. Alors, oui. Bon, tu vois, j'avais les bons préjugés. Selon moi, c'était le sentiment de sécurité et le fait que de vraiment sentir que le aidante y a un pèse respect, dans la balance. J'imagine qu'il y a un respect, il y a un plus grand respect, là. Ça peut être drôle. Oh. Les préjugés. Ouais.
Parce que la masculinité des hommes, peu importe la condition que tu as en tant qu'homme, si tu penses que un homme, ça doit être viril, ça doit montrer tu sais, que c'est lui qui domine, entre guillemets, peu importe la condition qu'il a, il va peut-être essayer de faire ça aussi au lit. Donc, oui et non. Oui, on peut penser qu'il y a plus de respect, mais il y a quand même des exceptions. Oui, il y a quand même des exceptions, mais je veux dire, en termes, si on parle de général, si on parle tous les clients qui sont pas en situation d'handicap et les clients qui sont en situation d'handicap, si on fait, mettons, un pourcentage, une moyenne. Oui, il y a j'ai vécu plus de risques dans le travail du sexe en général, sachant qu'en plus, j'ai fait 1 an d'expérience en agence. Donc, j'ai aussi ce côté-là du travail du sexe. T'as donné des deux côtés, t'as vu les deux côtés de la médaille. Mais tu vois, j'aurais tendance, peut-être à tort, à penser que, étant donné que les gens sont en situation de handicap et qui ont moins accès à la sexualité, qui consomment peut-être plus de porn, puis là, je fais pas le procès des gens en situation de handicap, là, parce que je veux dire, comme c'est peut-être pas du tout le cas, mais mon préjugé m'amènerait à penser qu'étant donné qu'ils consomment plus de porn, peut-être qu'ils développent plus de kink, ou tu sais, qu'ils ont peut-être plus de demandes qui sont plus reliées avec la pornographie versus juste « Hey, je peux-tu venir? » Comme parce que à la base, tu sais, si tu peux pas... Puis, écoute, moi, j'ai tellement de questions. Les gens en situation de handicap... Tu sais, je veux dire, comme on le sait, là, souvent, ils doivent se faire demander 1000 fois par jour, comme, OK, tes jambes, ils fonctionnent pas, mais est-ce que tu as des érections? Puis si oui, t'en as, tu peux-tu venir? Puis si tu peux-tu venir, il faut ça te prend-tu comme une injection, du Viagra pour que ça marche, tu sais, comme, fait que toi, il a fallu que tu t'éduques par rapport à tout ça. J'imagine, comment t'as fait pour apprendre toutes ces affaires-là? Sur le début, quand j'ai commencé en 2015, là, ça a été vraiment au cas par cas. C'est-à-dire que quand j'avais une demande d'une personne en situation de handicap, je demandais, OK, quel est ton handicap? Comme ça, au moins, moi, je pouvais déjà faire mes recherches de mon côté, sachant que je n'étais pas du tout dans la sexologie du tout à l'époque. Donc, c'était vraiment des recherches plus personnelles, puis grand public, entre guillemets. OK. Puis, c'est juste comme ça que j'ai pu voir, OK, c'est quoi les conditions au niveau de la sexualité pour ces personnes-là, savoir comment je peux faire aussi, parce que je suis pas là pour leur faire plus de mal que de bien, tu sais. Ben non, exact. Donc, voilà, ça a été l'auto-formation au début comme ça. Après, je me suis renseignée en France. Il y a un organisme, en fait, qui s'appelle La Passe, qui est, mon Dieu, c'est l'accompagnement pour les personnes assistantes sexuelles. Donc, en fait, c'est un organisme qui forme des personnes assistantes sexuelles. Fait qu'ils appellent ça des assistantes sexuelles. Oui. Et l'organisme existe pour former ces gens-là parce que ces gens-là sont reconnus là-bas? En France? Non. Mais en fait, ils le font exprès pour justement se rendre visibles, pour qu'il puisse y avoir des procédures judiciaires, entre guillemets, pour pouvoir en parler. Donc, ça travaille en amont pour arriver à... Exact. OK, un peu comme Stella peut faire ici, qui est un organisme communautaire qui aide les travailleuses du sexe à faire valoir leurs droits. Ouais. Donc, l'assistance sexuelle... Si tu dis que... Est-ce que tu es allé faire la formation? Oui. Parce que là, tu as un accent. On ne fera pas semblant, là. L'accent du plateau Montréal. Pour nous, tu as un accent. Si nous, on était là-bas, tu n'en aurais pas. Ouais, mais c'est quoi ton accent? Alors, moi, je viens de France. OK. Donc, La Passe est un organisme qui se trouve en France, effectivement, du côté de Strasbourg. Et puis, j'ai été faire cette formation en 2016. Après avoir fait tes études en sexologie? Non, voyons, je me En fait, en 2016, ça a été en mars 2016 que j'ai fait cette formation. Okay. Et moi, je suis arrivée ici au Québec en août 2016. Donc, ça a été dans la même année, on va dire. T'sais. OK. Et puis après, quand j'ai commencé mes études en sexo, moi, j'ai vraiment mis de côté tout le travail du sexe. C'est-à-dire, pendant les 3 années où j'étais à mon bac à 100%. Puis j'ai recommencé, en fait, le travail du sexe après avoir fini mon bac. Parce que lorsque j'étais dans mon bac, à mon stage de dernière année, j'avais choisi un organisme spécialisé auprès de personnes en situation de handicap. Puis justement, j'ai pu, d'un côté sexologique, voir un peu quels étaient les besoins de ces personnes-là, quels étaient les besoins aussi des personnes qui sont autour de ces personnes-là, c'est-à-dire les familles, les proches aidants et tout. Et puis de voir un peu... Comment est-ce que la sexualité, elle est discutée ou pas, justement, dans le milieu? Et puis, évidemment, c'est très tabou, quand même. C'est tabou. Puis... Dans le milieu? Oui, même malgré que ce soit dans un organisme pour des personnes en situation de handicap, mais c'est quand même tabou. Donc, moi, avec le stage que j'ai pu faire, j'ai pu donner des ateliers où c'était des ateliers sur... Des ateliers pour les personnes en situation de handicap ou pour les gens qui travaillent auprès?
pour les personnes en situation de handicap OK. et en tant que bachelière en sexologie. Attention, là, oui. je fais vraiment la distinction. Là, on Ouais. parle des deux choses, mais je fais vraiment la distinction. Là, c'était pas du tout en tant qu'assistante. Oui, t'allais pas repêcher des clients, là. On s'entend. Non, non. Non, mais tu sais, je veux dire qu'il y a une Mais faut grosse être part. sûr, hein. Ouais, non. Mais c'est important. La part de l'éducation est aussi importante que la part de l'aidante, puis il y a moyen de faire les deux séparément, là, je peux pas croire. C'est ça. Oui. Et puis exactement. Donc, en fait, les ateliers que j'ai donnés, c'était pour les personnes en situation de handicap. D'un côté, autant pour reprendre un peu, tu sais, de savoir c'est quoi les violences sexuelles, parce qu'elles sont quand même beaucoup plus à risque et elles sont beaucoup plus victimes d'agressions sexuelles, les personnes en situation de handicap. C'était aussi sur l'amour. C'est quoi l'amour aussi? Parler de la sexualité. Puis je leur avais présenté sur un des derniers ateliers que j'ai fait, je leur avais mis un film qui s'appelle The Sessions et qui parle d'une accompagnatrice sexuelle qui fait des sessions justement avec une personne en situation de handicap. Puis là, ça a soulevé le sujet. Puis là, il y avait 30 millions de questions de la part de tout le monde. Puis là, je me sentais tellement frustrée en me disant, putain, si vous saviez, moi, je l'ai été, je le suis plus. Puis je suis frustrée j'entends votre besoin, puis moi, je l'ai fait, puis là, je le fais plus parce que je suis en sexo et puis que c'était hors de question que je mélange les deux. Puis c'est pour ça que je me Puis t'aurais pas nécessairement pu non plus. Oh, non, certainement pas. Là, tu sais, déontologiquement parlant, on s'entend que Ouais. non, la distinction, elle est vraiment claire, pour moi en tout cas. Mais c'est le profil qui m'a intéressée par rapport à toi parce que, tu sais, je sais c'est quoi un code de déontologie en sexologie. Il y a une des raisons aussi pourquoi je peux pas être membre de l'ordre parce qu'en tant qu'humoriste, je brise beaucoup trop de codes. Je brise Beaucoup de trop règles. de codes Ouais. au niveau de la déontologie sexologique. Et je considère qu'elle doit être là, cette déontologie-là, parce que on peut facilement fucker les cerveaux des gens si on se présente comme sexologue, puis que ce qu'on offre à ces gens-là, c'est quelque chose qui peut soit encourager des problèmes sans le savoir, ou tu sais, fait que ça prend une sensibilité, une éducation, puis une awareness, une conscience Conscience de soi, là. du tort que tu peux créer aux gens pour pouvoir bien naviguer dans les tâches que tu as à faire. Ce qui fait en sorte que, ça fait pas de la bonne télé, parce que souvent, les sexologues leur réponse, c'est « ben ça dépend ». Ouais, mais c'est ouais. Ça dépend. Les gens veulent Ouais, jamais avoir le ça monde quand ils font des entrevues de 3 minutes le et monde aime demie. vraiment ça quand c'est noir et blanc. On aime ça Exactement. quand il y a du sensationnalisme. Mais c'est parce que c'est pas la réalité, tu sais, c'est souvent nuancé. Ben c'est ça. Fait que cette nuance-là, moi, ça me plaisait de savoir que tu as pu apporter une partie de cette nuance-là dans le nouveau travail ou la nouvelle mission que tu t'es donnée. Est-ce que tu sens que ton bac en sexologie te sert autant au niveau éthique qu'au niveau connaissance quand tu arrives maintenant en tant qu'assistante ou aidante sexuelle? Oui, absolument. Autant d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire que je trouve que d'avoir choisi ces deux jobs Ouais. sont... Alors attention, je vais utiliser le mot complémentaire, mais attention, je ne veux pas dire que les sexologues doivent être travailleurs du sexe, etc. Et inversement. Ah, non, ben, ça Mais dépend qu'est-ce pour qu'ils choisissent moi, de faire aussi. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire que les deux s'auto-alimentent dans, de ce que j'apprends d'un côté du travail du sexe, ça peut me servir en sexologie. Ben, ce que j'apprends en sexologie ouais. me sert en travail du sexe. C'est comme un peu faire des conférences et faire de l'humour. Ouais. C'est deux trucs vraiment différents, mais les deux sont très complémentaires. Un peut apporter à l'autre, l'autre peut apporter à l'un. Tu sais, je veux dire, Exact. la même chose, c'est juste que là, parce qu'on parle de sexualité, les gens sont très weird, sont très comme, tu peux pas vraiment dire ça. Est-ce que tu es en train de dire que... Non, c'est vraiment pas ça. Puis je pense que si on pense un peu, je pense que c'est très facile de voir comment les deux sont complémentaires. Je veux dire, il y en a un qui c'est de la formation et de l'autre, c'est un travail qui est aussi... C'est manuel. Sur Pas Emmanuel. C'est manuel. Moi, j'allais dire sur le terrain. plancher. C'est le terrain. C'est le travail de J'allais terrain. dire sur le plancher, mais... Sur le lit. Sur le lit. Sur le lit, sur la chaise. Sur les On genoux. sait pas. Ça varie, dépend. mais tu sais, essentiellement, c'est clair que les deux peuvent être complémentaires. C'est juste que, Ouais. c'est ça. Les gens sont weird, malheureusement. Exact. Et moi, ce qui m'avait vraiment attristée, parce que je vais dire vraiment ce que j'avais ressenti, Pas trop. c'est quand j'ai connu des gens qui avaient besoin d'assistance sexuelle, mais qui s'endettaient dans cette situation-là. Puis ça, tu fais comme tu sais, un peu comme ceux qui s'endettent par rapport au jeu ou ceux qui s'endettent par rapport à peu importe quoi, là, je veux dire comme l'alcool, la drogue, là, peu importe, tu sais. Tu sais, comme, mettons que le casino, lui, il a une responsabilité civile de, mettons, barrer des gens ou de dire, tu t'es auto-barré, fait qu'on te laisse plus rentrer.
Est-ce que dans le milieu de l'assistance sexuelle, étant donné que c'est pas nécessairement juste dans l'optique du travail du sexe, est-ce que tu vois qu'il y a une certaine ouverture à aider les gens à pas flouber leur portefeuille ou tu fais comme hey, c'est tough parce que c'est notre job puis ça rendu là ça me regarde plus comment il dépense son argent parce que moi j'étais comme oh mon Dieu être la mère de cet enfant-là je fais comme il s'endette pour ça qu'est-ce que je vais faire parce que souvent c'est tellement un autre besoin tu sais c'est un besoin ils ont de la solitude tu sais il y a tellement d'autres sortes de besoins fait que comment que tu sais, est-ce que c'est un terrain dans lequel tu t'es posé des questions ou tu t'es dit, ben nous, on est rendu à aider les gens puis on fait du mieux qu'on peut puis c'est ça? Je pense que ça, c'est propre à chaque personne qui décide de faire ce métier-là. Tu vois, ça dépend. Métier. Eh ouais, hein? Ça, c'est... Ben oui, mais c'est vrai, mais c'est ça. Mais ça, c'est parfait. Parce que le truc, c'est que évidemment, on veut pas que le travail du sexe soit réglementé. Mais justement, l'accompagnement sexuel auprès de personnes en situation de handicap, même si c'est du travail du sexe, c'est une spécialisation du travail du sexe. Et je pense que dans cette spécialisation, il y a une certaine responsabilité que chacun décide ou pas de supporter. Moi, je sais que je supporte cette responsabilité de me dire non, moi, je ne vais pas rencontrer une personne que je sais qu'elle n'a pas d'argent ou qu'elle se met dans la merde. Elle est en train de pogner sa TV pour te voir. Oui, non. Moi, parce que ce que je réalise, moi, c'est qu'il y a une... C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent déjà de base. Ouais, déjà, à la base, on peut beaucoup. Alors, souvent, ouais. Mais à réussir à payer pour une heure, pour eux, c'est déjà beaucoup, tu sais. Ben, moi, c'est ça, l'affaire, c'est moi, qu'est-ce qui m'attriste, c'est ça. C'est pas le fait. Tu as fait le lien que, c'est comme le jeu, c'est comme si. Puis moi, je mettrais la bémol que, non, c'est pas exactement comme le jeu. Parce que là, on parle d'un besoin. Le jeu, un problème de jeu, c'est une maladie. Puis là, c'est fou que quelqu'un qui s'endette pour une maladie, je comprends, il y a une maladie. Mais là, tu t'endettes pour un besoin. C'est comme si je m'endettais pour manger. C'est comme si je m'endettais pour boire de l'eau, là. Tu comprends? Mais tu sais, la nourriture et le sexe peut devenir aussi une addiction. Oui, 100%. Fait que, tu sais, comme c'est là que... 100%, mais sans rentrer... La personne peut s'endetter sans rentrer dans l'addiction. Ben oui, je comprends. C'est que t'es pas... C'est, comme tu disais, ces gens-là sont déjà pas super nantis. Ils ont pas... C'est ça. Puis dans la société où est-ce qu'on vit, corrige-moi si j'ai tort, le sexe... avoir recours à une travailleuse du sexe, c'est dans le realm, c'est du luxe. C'est considéré comme du luxe. C'est pas un besoin. C'est vu comme un luxe. Puis ces personnes-là peuvent pas se payer du luxe habituellement, là, tu comprends? Ouais. Puis c'est ça, c'est qu'ils s'endettent quand c'est même pas encore rendu une addiction. T'es juste au niveau de besoin, là, de besoin de juste... Puis moi, c'est ça que je trouve ça qui est triste. Puis je comparerais pas les deux à cause de ça. Vas-y. Le seul temps que tu as budgété ton sexe, c'est quand tu étais jeune puis que tu n'en avais pas puis il fallait que tu sortes puis que tu payes des drinks. Tu comprends? Comme c'est ça. Ça, c'est le seul temps que tu as budgété ton sexe. Sinon, tu sais, comme budgéter son sexe quand tu es en couple, tu fais plus ça, là. Puis ce que tu expliques là, c'est dans un contexte de non-handicap. Oui, exactement. Parce que des personnes qui ont un handicap, qui sont enfants, puis adolescents, puis adultes, ben, tu crois qu'ils passent par ces phases-là? Ben, pas forcément tous. Pas forcément tous, exact. Il y a aussi plein d'autres... Il y a plein de trucs qui viennent se mélanger là-dedans, autant par rapport aux familles qui veulent les protéger ou pas, tu sais, ça dépend. Oui, je comprends. Encore une fois, ça dépend. Mais souvent, ils ne vivent pas ces expériences-là, ou alors ils les vivent sur le tard, et puis justement, sur le tard, c'est une fois qu'ils sont adultes qu'on qualifie que tout le monde devrait être déjà, entre guillemets, avoir vécu ces expériences-là, mais eux ne les ont pas vécues du tout. Fait que tout est, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de premières fois. Souvent, quand ils les ont vécues, parce que peut-être par abus ou... Là, je veux pas généraliser non plus, là. Je dis pas parfois, que tout le monde... Mais je veux dire, encore là, si on regarde les chiffres, puis si on regarde la proportion d'eux, puis comment ça arrive, il y a plus de chances que l'inverse, essentiellement. Ce que j'aime, par exemple, c'est que de ce que j'ai entendu fréquemment, c'est que les personnes en situation de handicap aiment pas se faire regarder comme des victimes. Parce que souvent, c'est des gens qui font comme « Hey, non, je veux juste que la société me permette de fonctionner. » Oui. Puis souvent, ben, c'est là les problèmes. Tu sais, j'ai pas accès aux endroits que je veux avoir accès. Les gens comprennent pas, mettons, ma façon de travailler, mais que je peux le faire quand même, mais un peu autrement. Bon, tout ça. Mais la travailleuse du sexe qui va avec eux ne les voit pas comme une victime.
c'est une personne. Exactement. Fait que j'imagine que ça doit faire du bien de faire comme enfin, comme quelqu'un qui me demande pas 24 millions de questions comme par rapport à puis qui a un peu une connaissance de ce que je suis puis ce que j'ai là. Tout à fait. Et puis il y a beaucoup de choses qui passent dans le non-verbal aussi avec ces personnes-là. Tu sais. Tu ressens leur merci dans leurs yeux, tu ressens la gratitude de OK, elle me considère pas comme autre chose qu'une personne. Ouais. Parce que c'est une personne à la base. Qu'est-ce que tu as appris dans cette formation-là qui t'a marqué dans le sens que t'as fait j'ai bien fait de la suivre, ça va vraiment m'aider? Ben, je t'avoue qu'en plus, à l'époque, en 2016, j'étais en relation et puis j'ai pas terminé cette formation. C'est-à-dire que c'était une formation, si je me souviens bien, sur 4 jours. J'en avais fait 2. J'ai arrêté au bout de 2 parce que pour moi, à l'époque, je trouvais que ça mélangeait un petit peu des concepts pas spirituel, mais un peu, tu sais, genre le don de soi et tout, alors que moi, je voyais ça un peu plus comme, OK, mais je veux faire une formation pour apprendre un métier, quoi. Puis en fait, j'ai pas forcément appris des choses. Ce qui a été dit, là, c'était des choses que je connaissais déjà parce que mon expérience personnelle, et puis parce que j'allais commencer à aller en sexologie. Donc, tu sais, tout le côté développement personnel, psychologie et tout, c'était des choses qui étaient déjà... pour lesquelles j'étais déjà intéressée, et que, voilà. J'ai ri parce que, justement, dès que tu dis spirituel, dans ma tête, directement, j'ai dit, elle va dire don de soi. Boum, t'as dit don de soi. Puis c'est comme, t'es sûr que ça allait là. Puis, dans le fond, c'est juste le ton qui t'énervait un peu. Le ton de, là, vous savez, il faut vraiment donner de votre personne. Ceci est une vocation. Amen. Ça a l'air... Je pense que leur façon de faire, c'était surtout pour décourager les gens qui y allaient dans un but d'argent, de faire de l'argent. Oui, parce que même s'ils ne sont pas des victimes, ça reste quand même une clientèle qui est plus vulnérable. Ouais. Et puis, il y en a qui ont des kinks aussi avec les personnes en situation de handicap, donc il faut faire attention avec ceux-là. Là. Ouais. Parce que justement, on n'a pas envie de mettre des agresseurs en tant que... il y a des gens qui font ça pour les mauvaises raisons. Ouais. En même temps, je dis pas que pour l'argent, c'est nécessairement une mauvaise raison, là, parce que sinon, il y aurait beaucoup d'entre nous dans la vie de tous les jours qui feraient des trucs pour les mauvaises raisons. C'est souvent la raison de base qu'on pense tous, et puis c'est vrai pour beaucoup de travail du sexe, pas toutes, ça dépend, mais c'est pas la raison qui fait qu'on reste dans le travail du sexe. Puis ça, d'ailleurs, je vous recommande de lire, c'est sorti il y a pas longtemps, oh my God, Chloé Gobey, qui est une finissante à la maîtrise en criminologie, a interviewer 13 travailleuses du sexe pour retracer un peu leur parcours, leur trajectoire de vie, puis de voir un peu, OK, comment vous avez commencé, quand, les raisons, votre vie personnelle et tout. Puis c'est extrêmement intéressant. Comment ça s'appelle l'ouvrage? C'est son mémoire de maîtrise et c'est les trajectoires des travailleuses du sexe. Les trajectoires des travailleuses du sexe. Chloé Gobey. Gobey. Oui. Gobey. OK. Chloé et donc, Gobey. elle en parle effectivement de ça en disant, OK, oui, dans ce qui est ressorti de ces 13 travailleuses du sexe, oui, ça a été l'argent pour la raison à la base qui les a fait entrer dans le travail du sexe, mais c'est pas la raison qui les fait rester dans le travail du sexe. Il y a deux Lucam? voilà. C'est-tu à l'Uqam qu'elle a fait son truc en criminologie ou elle vient d'ailleurs? Non, elle est, oui. Québécoise? Oui. OK. Check sur un lien. Ça l'a trouvé. C'est bon. Mais, merci, bro. Ouais. Bien, c'est sûr que l'argent va donner le coup de pied au derrière parce qu'il y a tellement de conséquences négatives des fois au travail du sexe par rapport à ton entourage, par rapport à peut-être un autre travail qui ne te permettra pas de faire ce travail-là on the side. Fait que tu te dis, mais là, si je plonge, il faut au moins qu'il y ait un plus à quelque part, puis c'est souvent l'argent, parce qu'il y a des gens qui ont aussi un préjugé par rapport à ça. Mais j'avoue que si tu décides de te spécialiser auprès de ces personnes-là, ben, j'imagine que c'est parce qu'il y a sans être le don de soi, il y a envie de l'aide. Puis cette aide-là est peut-être pas juste par rapport à... au niveau de... Ben, je pense que toutes les travailleuses du sexe, à un moment qui graissent, doivent se dire « j'aide quelqu'un ». J'imagine que oui. Je vais pas parler pour les autres. Ouais. Mais tu sais, je sais pas si... L'affaire, c'est que je pense pas que c'est un mauvais mot, don de soi. Corrige-moi encore là si j'ai tort. Je pense que le mot est pas... C'est juste que ça sonne pas que je vais être payé. C'est juste... Parce que don de soi... Attends, mais... Bon, déjà, à la base, on dirait que ça sonne pas comme si tu vas être payé. Ça donne que c'est juste un don de soi, il faut que tu mettes l'argent de côté. Quand que, ben, tu sais, oui, il y a quand même un échange de services, là, tu peux pas à la fin de la journée. Dans n'importe quel job, est-ce que tu peux parler de don de soi dans n'importe quel job? 100%. Fait que tu peux être un professeur et avoir le don de soi pour être professeur ou infirmier. À la fin de la journée, là, temps supplémentaire, là, je voudrais qu'il soit payé, s'il vous plaît. Tu sais,
Je pense que c'est normal. Je sais que dans certains pays, les assistantes sexuelles sont légales. Oui, en Suisse, par exemple. En Suisse. Oui. Et je sais aussi qu'elles ne sont pas que celle qui va aller aider la personne dans sa sexualité, mais va même aller aider des couples à se placer au niveau du lit, à, tu sais, comme pour les positions, étant donné que ça se peut qu'ils soient les deux en situation de handicap. Donc, c'est un peu aussi comme pas un chaperon, mais comme je sais quelqu'un, une aidante. Je vois pas un autre mot que ça. C'est pas une mauvaise chose. Moi, je pense que c'est un chaperon. Ben, un chaperon, c'est on dirait que tu veux voir s'ils font quelque chose de pas correct. C'est comme je vais aller te chaperonner à la danse de 16 ans. C'est à cause de l'image. Au cas où vous vous embrassiez. C'est à cause de l'image, mais je check aussi les affaires, si tu fais des affaires correctes. Tu sais, c'est un. Ouais. Je pense que c'est l'image qu'on a de chaperon, mais c'est pas un mot. Encore là, c'est pas un mauvais mot, le chaperon, là, c'est pas un mauvais. Il chaperonne. Puis, écoute, moi, ce que je trouve... Oui, chaperonne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben oui. Check à la bienveillance de la chose. Oui, t'es un chaperon. Mais tu sais, c'est un peu comme les préposés aux bénéficiaires. Ce sont des personnes qui viennent aider au bien-être de la personne qui est en perte d'autonomie. Donc, pareil, la perte d'autonomie peut aussi toucher la sexualité. Puis, effectivement, dans ce cas, tu sais, je dirais plus ça comme une sorte de préposés spécialisés, tu sais, mais qui aident pour ce genre d'acte-là que les autres préposés ne feraient pas, parce que pas tout le monde est à l'aise avec ça, puis c'est correct. Exact. Et puis que c'est des préposés qui, eux, ne participeraient pas à la relation sexuelle. Ils feraient juste passer, et puis... Sincèrement, ils sont dans le jus, là. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle que dans la société, genre, t'as des ergothérapeutes qui vont voir à ce que, OK, t'as une perte d'autonomie. On va être sûr que tu sois capable d'utiliser ta cuillère, OK? T'as une perte d'autonomie. On va être sûr que tu sois capable d'utiliser ton auto avec la nouvelle prothèse. T'as une perte d'autonomie. OK, on va être sûr que tu sois capable de bouger, puis... que tu sois capable de lire tes livres. Le sexe, débrouille-toi. Ben écoute, tu viens de dire que c'est fou, parce que c'est vrai qu'on adapte des voitures pour des gens pour conduire. Le sexe, ça, c'est tes affaires. Écoute, je veux dire même, il y a des appareils ou quoi qui sont adaptés pour la sexualité. Oui. Ça existe. En effet. Y a-tu comme un siège qui pousse? Ben, oui, il y a ça. Le Handy Lover. Le Handy Lover, il s'appelle. Attends, mais il y a des masturbateurs, là. Ben, les trucs automatiques je sais, mais je veux dire, comme, mettons que... Je sais pas, moi, mettons que... Tu sais, le masturbateur, souvent, faut que tu le tiennes. Il y a des masturbateurs, puis j'ai un peu pointé aux deux gars qui font la régie. C'est pas ce que T'as pointé nos autres C'est pas ce que je voulais dire. Des masturbateurs automatiques, c'est-à-dire c'est une sorte de cock ring que tu mets autour du pénis puis qui fait le mouvement tout seul, sauf qu'il faut le placer pareil. Mais oui, mais c'est ça, tu sais, quelqu'un qui n'a pas d'accès à ses mains, ça devient compliqué. Puis, tu sais, des transferts de chaises, tu sais, ça prend, mettons, tu sais, comme autant qu'il y a la chaise dans la douche, mais je suis contente de savoir que, je sais pas si c'est une chaise, mais tu sais, de savoir qu'il y a une chaise qui pousse les fesses de quelqu'un qui est plus capable de les pousser. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même une érection. Ça dépend le type de handicap aussi, surtout. Ouais. Parce que la personne, mais il a intérêt à avoir des bras aussi, peut-être, pour justement faire le mouvement du va-et-vient. Avec sa chaise de va-et-vient, justement, tu sais. Mais mais c'est parce que dans ma tête, la chaise était mécanique, puis elle poussait. OK, non. Elle faisait le va-et-vient. Ça dépend. Puis je me disais, y a-tu des choix de vitesse? Et encore une fois, rappelle-toi que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, puis ça, c'est considéré comme du confort. Donc, en plus, ça... Je crois qu'il faut le budget aussi. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est des trucs spécialisés qui coûtent quand même assez cher pour eux. J'en ferais, moi, des levées de fonds pour des Foxeat. C'est comme, tu sais que tu fais, la personne fait comme moi, ma vie va être changée. Par contre, avec ça. Mais c'est des choses qui existent. Ouais. Comme il y a quelque temps, là, j'avais vu ça, un truc qui tient le rouge à lèvres pour les femmes pour se mettre du rouge à lèvres. Parce que, tu sais, nous, on normalement, mais tu sais, on a nos bras, on est heureuse d'avoir nos bras et de pouvoir le faire. Il faut qu'elle fasse comme ça. C'est un bras mécanique qui vient se placer, qu'il fait lui-même, mais non, c'est... Est-ce que tu as des demandes de femmes? Parce que les femmes qui veulent avoir une sexualité, qui elles aussi sont en situation de handicap, parce que souvent on a tendance à imaginer des hommes qui vont aller rencontrer des hommes, mais mettons qu'une femme fait comme « Hey, là, je suis plus capable, là, je peux même pas me frotter sur quelque chose. » Ou tu sais... Comme quand quelqu'un me lave, peux-tu me laisser le pommeau de douche là un peu? Tu sais, comme, je sais pas comment est-ce que les femmes font partie de la clientèle ou c'est encore un peu comme la réalité
Des travailleuses du sexe en général? Pour moi, en tout cas, dans mes expériences à moi, je n'ai jamais eu de femme en situation de handicap qui m'ait demandé. OK. En fait, toute seule, je parle. Toute Parce seule, que j'ai déjà eu des expériences avec un couple dont lui était handicapé et est handicapé, puis elle non. OK. Puis d'un coup, une expérience à tous les trois, tu sais. Comme n'importe quel couple pourrait avoir envie d'un trip avec une autre femme, tu sais. Oui, Voilà, tout à fait. c'est ça. Exactement. Puis étant donné qu'elle sait que tu es confortable avec la situation de son conjoint, Oui. ben elle fait comme, hey, on n'aura pas besoin de se Oui, casser la exactement. tête là-dessus. Là. Ah, on sait ce qu'il y a à faire, et puis, enfin, on sait ce qu'il y a à faire, attends. Oui, ben je sais. Mais tu sais, mais c'est déjà- ça s'empêche pas de demander, là. Tu sais, comme tu demandes pareil, là, ça fait la base du consentement, là. Ah ben ça, de toute façon, évidemment, avant le rendez-vous, la première fois que je les ai rencontrés, avant de se rencontrer, finalement, c'était de savoir, OK, c'est quoi qui est possible dans votre couple ou quoi, ou tu sais, pas dépasser certaines limites non plus, là. Je comprends. Y a-tu une expérience dont tu es sortie de là puis t'as fait, je suis à la bonne place? J'ai fait Plein de le. fois. Ah oui? Plein de fois. Absolument, c'est quand la personne jouit. T'es comme, je suis à la bonne. Mais je sais pas. Et encore là, on sait pas c'est quoi la jouissance qu'ils veulent. Ça veut pas dire qu'ils vont jouer, hein. Ben, effectivement. Oui. Mais j'avoue que c'est un stamp of approval. Ah ouais, c'est comme, ah ouais. J'étais à la bonne place. J'étais à la bonne place. Ben, Mais c'est ça qui arrive, c'est que lui, il a dit jouer, mais des fois, est-ce que les gens font appel à toi pour autre chose que jouir parce qu'ils ne peuvent plus jouir? oui. Fait que donc, Oui. Ah ben, c'est quoi leurs besoins dans ce temps-là? l'affection. L'affection. Ben, c'est la priorité, La peau. ça, c'est de se sentir et de la peau, et puis dans un toucher qui est vraiment différent de ce qu'ils sont habitués, c'est-à-dire un toucher plus médical, plus hygiénique. Là, c'est plus un toucher qui est sensuel, donc ça n'a rien à voir. Tu sais, le type de toucher est vraiment ça développe des sensations, et puis surtout qu'en fonction du handicap, j'ai remarqué ça. Si c'est des personnes qui sont nées valides et qui ont acquis un handicap au cours de leur vie suite à un accident ou quoi, souvent ce sont des personnes paraplégiques ou tétraplégiques, donc des fois avec ou non la mobilité des bras, mais admettons, c'est à partir du torse jusqu'en bas, ils n'ont plus aucune sensation. Et donc, eux ne ressentent pas s'ils ont une érection ou quoi. Donc, évidemment, il n'y a pas forcément d'éjaculation non plus. Donc, là, il y a beaucoup un travail psychologique à faire, entre guillemets, avec eux, d'acceptation de sa nouvelle condition. Ce qui est déjà un gros travail à faire, Oui. qui n'est pas évident pour tout le monde. Et en plus d'accepter son corps avec sa nouvelle sexualité, de dire, j'aurais peut-être plus de pénétration dans ma vie. Puis la sexualité, c'est pas que la pénétration. Donc, Oui. d'arriver à ouvrir le champ des possibles. Oui. Ça demande de faire un travail devancé de ce que les personnes âgées doivent faire. Oui. Parce que notre corps, c'est bon, là, avec l'avenue des Viagra, ça a un peu scrappé Ouais. ça, là. Mais il n'empêche qu'il y avait un travail à faire par rapport à la sexualité. Puis soit que les gens arrêtaient complètement, ou soit qu'ils transformaient leur sexualité en d'autres choses qui étaient aussi rassasiants et plaisants. Donc, ça, j'imagine que ton bac en sexo doit aider beaucoup Énormément. quand la personne est en situation d'acceptation, parce que tu peux faire en même temps de la relation d'aide sans nécessairement... C'est ça. Ouais, OK. Je trouve ça bien beau. Comparé à tes anciennes jobs, tu sais, dans le sens que... Parce que tu n'as pas juste travaillé dans le travail du sexe, tu as travaillé d'autres choses, puis tu n'as pas juste été non plus sexologue, tu as travaillé autre chose. Est-ce que tu te sens plus validée? Tellement, parce que, en fait, toute ma vie, c'est un peu... même dans mes autres jobs, qui étaient plus du côté commercial, j'ai toujours eu cette envie d'aider la personne en face de moi. Tu sais, j'ai travaillé dans la banque. La banque... Travailler dans une banque. J'ai été banquière pendant quelques années. J'ai un diplôme Genre, dans la côté- banque. À la base... À la côté caissière ou côté pré-hypothécaire ou whatever, là. Clientèle particulière générale, je dirais. OK. Mais puis je remplissais les distributeurs automatiques aussi, tu sais. De l'argent, j'en ai vu passer, mais pas par rapport au travail du sexe, tu vois. Mais c'est ça, c'est même déjà dans ce job-là. Moi, j'avais, tu sais, quand j'avais des gens qui étaient dans la merde financière et tout, puis qu'ils avaient plein de frais d'intervention de la banque et machin, qu'ils venaient pleurer parce que ils étaient dans une situation difficile, puis que Ils y non, arrivaient plus, là. moi la banque c'est ça, c'est comme ça et tout. C'était vraiment carré. C'était pas, il y avait manquait le côté humain, l'humanitude, l'amour de l'autre. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé, puis que je cherchais en fait toute ma vie, puis que j'ai clairement trouvé dans le travail du sexe, quoi.
Ouais. Tantôt, tu as sorti des papiers, tu nous as montré des papiers un peu avant qu'on rentre en ondes. Est-ce que tu es à l'aise de les lire en ondes ou pas? Oui. OK. Tu nous disais que tu avais reçu une lettre de reconnaissance du temps que tu travaillais avant versus ce que tu travaillais quand tu es en travail du sexe. Oui. Absolument. Alors, en fait, j'ai eu plein de jobs, en fait, dans ma vie, moi. Puis, j'ai travaillé aussi, pendant que j'étais aux études encore, j'ai travaillé dans des pompes funèbres. Puis, donc là, par contre, j'étais plus à l'accueil et à l'installation des salons pour les familles, pour les cérémonies. Qui demandent quand même beaucoup de compassion parce qu'ils sont en train de vivre quelque chose de pas le fun. C'est ça. Et puis, moi, c'était en même temps, j'avais choisi ce job-là parce que j'étais déjà au bac en sexo, puis c'était de la relation humaine, tu vois, encore une fois, ça a toujours été de la relation humaine que j'ai cherché dans ma vie. Puis donc, là, c'est un message qu'on m'a donné par après avoir fait la cérémonie. OK. Bonjour Malicia, je voulais tout simplement te remercier du fond du cœur de ta grande gentillesse et de t'être occupée de notre célébration avec autant d'amour et d'enthousiasme. Je t'en suis très reconnaissant. C'est un petit présent que j'espère tu siroteras à notre santé. Passe une merveilleuse journée. OK. Puis c'était une bouteille de vin. Oh. C'est gentil. Ben, c'est une belle reconnaissance d'un client. Ouais. Ça m'a vraiment touchée. Et puis, c'était pas du tout dans le travail du sexe, tu vois. Dans le travail du sexe, j'ai aussi une autre carte, là. Et puis donc là, samedi, chère Eden, chère Valentine. C'était à la période de Saint-Valentin. Eden, ça c'est? Ça, c'est mon nom de travailleuse du sexe. OK. Eden. Parfait. Ouais. Chère Eden. Oui. J'aime ça. Donc, il marque chère Eden, mais chère Valentine, parce qu'il m'a donné la carte à la Saint-Valentin. Ouais. Merci d'avoir réveillé le plaisir en moi. Ça faisait 5 ans qu'il dormait bien dur. Ah, le jeu de mots. Je suis heureux. J'apprécie. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Tu me donnes tellement de bons frissons. Merci d'être ce que tu es. Ton travail est vraiment important pour les gens handicapés. Sans amour ou de relations sensuelles, l'humain ne vaut rien. Merci pour les bons plaisirs que tu me donnes. Est-ce que tu acceptes d'être ma Valentine, ton Valentin? C'est bien. Fait que, est-ce que ça existe, le risque que la personne tombe amoureuse, c'est une personne, la personne tombe amoureuse? Oui. Est-ce que c'est difficile pour toi ou c'est... Parce que toi, étant donné que tu es vers l'aide, ben il y a la limite, justement, de l'amour qui... Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Je le mentionne assez clairement. Je mets des petits rappels, on va dire, des fois sur mon profil Facebook qui expliquent moi, je suis là pour vous apporter un service qui est un service sexuel, sensuel, affectif, girlfriend. Experience. Voilà, Ouais. Exact. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amour, puis il n'y en aura pas. Donc, je suis claire quand même. Ça ne sera pas réciproque. Oui, c'est ça. Et puis, si jamais je sentais qu'il y avait comme une sorte de déséquilibre qui commençait à se créer, c'est-à-dire que la personne me prend des rendez-vous parce qu'elle est juste amoureuse de moi, puis qu'en fait, il n'y a plus vraiment que je sens plus que je lui apporte le bénéfice et que j'ai l'impression qu'il y a quand même une relation de dépendance qui commence à se créer, là, je vais, pour son bien, arrêter aussi. Pour son bien arrêter la relation. Ouais. Ben, dans n'importe quelle relation, quand il y a dans n'importe quelle relation, quand il y a des agissements où est-ce que la personne, c'est plus un truc... C'est plus dans les confins de la relation. Il y a une demande qui est trop... Il y a comment je veux dire? Expectations. Il y a des attentes. Il y a des attentes. Dès qu'il y a des attentes, puis que la personne agit comme si les attentes sont pas rencontrées, puis il y a une espèce de frustration envers ça, j'imagine que c'est dans les signes avant-coureur, puis qui donne des indices au fait que... Mais c'est pas n'importe quelle relation, comme tu dis, par contre. Parce que là, tu vois, c'est une relation d'argent. C'est une relation de travail. Ouais. Donc, justement, c'est que ces gens-là, ils oublient qu'il y a le travail. Ou ils pensent ce qu'ils veulent, que peut-être, tiens, il y a quelque chose qui se crée. Parce que je sais que je suis très friendly. Moi, tu sais, je vis... Ben, c'est parce que c'est un peu... Ils peuvent acheter l'amour avec cette transaction-là. Qu'est-ce que tu allais dire? Mais c'est parce que c'est un peu... C'est ça qui est difficile, c'est que c'est un peu la convention que tu leur fasses oublier que tu es en train de travailler avec eux. Ouais. Fait que là, si elle réussit à leur faire oublier qu'elle est en train de travailler, c'est parce qu'elle fait bien son travail. Mais il faut pas qu'ils oublient qu'elle est en train de travailler parce que sinon, l'amour... Tu sais, imagine-toi, là, nous autres, entre deux personnes, tu sais, on fait comme « Non, on va juste être fuck friend. Non, ça va être juste des amis avec bénéfice. » Puis là, il y en a un des deux qui s'attache parce que là, il fait « Ben oui, mais t'es resté regarder un film puis tu m'as flatté les cheveux. C'est de l'affection, ça. Là, je suis toute mélangée. » Puis là, tu sais, comme... Fait qu'imagine-toi comment que ça doit être difficile
de vraiment tout le temps rester dans la bonne ligne quand tu recrées ce qui est la tendresse, l'amour, l'affection, tu sais, comme tout ça, parce que, tu sais, de l'amour, c'est pas juste dans les paroles, c'est dans les gestes, c'est dans le prendre soin de quelqu'un. Fait que de rappeler que ce bout-là n'est pas de l'amour, mais bien le travail, je pense que c'est là que ça doit être difficile pour la personne qui reçoit 100%. de pas tomber dans... 100%. Et ça m'a pris quand même plusieurs années à savoir quelle était réellement ma place et comment affirmer ma place sans que je m'oublie et sans que les gens se sentent, entre guillemets, lésés, dans le sens où elle est juste là pour l'argent ou peu importe. Mais, tu sais, oui, j'ai eu des relations au début, quand j'étais encore en France, avec des personnes en situation de handicap où je me suis laissée déborder, entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais plus vraiment la frontière entre ma vie perso et ma vie pro de cet ordre-là, parce que j'ai quand même plusieurs vies pro, finalement, aussi, tu sais. Donc, j'ai plein de vies différentes dans ma vie. Ouais. Puis, je les catégorisais beaucoup moins avant. C'était beaucoup plus fluide et mélangé. J'ai eu une période où ça a été beaucoup plus catégorisé, c'est-à-dire Malicia, c'est la bachelière en sexo, c'est elle fait ci, elle fait ça et tout. Eden, c'est ça, elle fait ci, elle fait ça. Et puis on mélange pas les deux. Puis maintenant, tu sais, justement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'en ai marre de catégoriser, c'est-à-dire que j'en ai marre d'avoir l'impression d'avoir 2 vies et plus, d'avoir 2 noms, de cacher des choses, de rentrer en relation avec des gens, tu sais, m'attendre, moi, à avoir des amitiés sincères et de pas pouvoir moi-même offrir cette sincérité, je trouvais que j'étais pas du tout cohérente. Alors, tu vois, ça m'a vraiment touché mes valeurs, là, dernièrement. C'est pour ça que je trouve ça beau. Des années à faire ce coming out, à quitter l'ordre des sexologues aussi pour justement me protéger, moi, etc. Enfin, donc, tu sais, c'est vraiment une démarche personnelle, finalement, que je fais et en même temps militante pour le travail du sexe spécialisé auprès des personnes en situation de handicap. J'avoue que c'est un pan auquel je n'avais pas pensé, que quand c'est ton travail et que tu rencontres des gens et que tu veux développer des amitiés sincères avec des gens, mais que tu sens que tu es obligé de cacher une partie de qui tu es, tu te sens pas sincère envers eux. Fait que ça doit être difficile de développer une relation amicale dans ce temps-là, ou même amoureuse, là, tu sais, je veux dire, comme je pense qu'on est rendu ailleurs par rapport au travail du sexe, ou peut-être parce qu'on est les fallops puis que pour nous, c'est tellement quelque chose dont on parle souvent. Je pense que c'est plus parce que nous, on est ailleurs, définitivement. Tu veux dire nous, la société? Non, moi, je parle de nous deux. Nous deux. Ou, pardon, les personnes qui sont autour de nous sont ailleurs par rapport à ça. Ils ne voient pas comme nécessairement un truc qui... mais je crois pas que... Si je regarde les commentaires, ce que j'entends, ce que je vois, si je voyage un peu plus partout, si je m'attarde à ça, je pense pas qu'on est tous rendus à la même place. Oh, clairement pas. Mais j'ai l'impression, par exemple, que étant donné qu'on a déjà une ouverture par rapport aux troubles, exemple, qui maintenant est rendu, qui fait des articles dans la presse. Tu sais, tu comprends? On parle de des choses dont on parlait pas du tout sur la place publique avant. Que c'est peut-être un peu plus facile ou accessible pour une travailleuse du sexe d'avoir quelqu'un dans sa vie qui comprend le travail qu'elle fait. C'est encore drôle, hein? C'est ça, je veux savoir. Ouais, non, parce que souvent, de ce que j'ai entendu et un petit peu ce que j'ai vécu, mais bon, au début, ils te disent oui, c'est correct, et puis au fur et à mesure, c'est plus correct, et puis ils veulent te faire arrêter. Donc, moi, tu sais, je comprends. Tu sais, arrêter une job pour quelqu'un, pourquoi est-ce que ce serait acceptable pour le travail du sexe, mais pour le reste, non. On n'arrête pas une job pour quelqu'un, on l'arrête pour soi. Mais surtout pas si tu m'as rencontré puis je faisais ce job-là. À un moment donné, tu fais comme étant... Mais la personne a le droit de faire comme hey, moi, je pensais que c'était pour être correct, mais finalement, je le vis puis je me sens pas bien dans ça. Souvent pas comme mais elle n'a pas le droit de dire lâche ta job, elle a le droit de partir, c'est pas pareil. C'est souvent pas comme ça que c'est articulé. La plupart du temps, c'est pas comme ça que c'est articulé. C'est pas comme ah ouais, je pensais que... Non, c'est pas aussi clair, évidemment. C'est très rarement articulé. Alors, est-ce que, sachant ça, est-ce que toi, tu as de l'espoir pour le futur ou tu sais que ton travail est sur un temps donné si jamais tu veux vivre autre chose? Ou tu sais, comment tu arranges ta vie personnelle versus... Mes choix de vie font que je suis child-free déjà. Je suis opérée pour pas avoir un enfant.
OK. Ça fait quelques années. Puis ça a vraiment été un choix de vie qui n'a absolument rien à voir avec le travail du sexe. Mais en même temps, ça m'arrange bien parce que pauvre enfant qui se serait fait emmerder parce que sa mère est une travailleuse du sexe. Et bon, bref, c'est la société dans laquelle on vit. Bon, ça, c'est déjà réglé. De l'autre côté, après, moi, ça fait quand même quelques années que je suis célibataire puis que je sais que je préfère rester seule parce que j'aime ma vie célibataire. Je me mettrai pas en couple juste pour répondre aux stéréotypes de faut être en couple parce qu'un célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas fonctionnel ou bref. Donc, non, je préfère être seule plutôt que d'être avec quelqu'un qui n'accepte pas qui je suis à 100% qui je suis. Puis là, justement, de faire ce dévoilement aujourd'hui, ça va me permettre peut-être plus dans le futur d'être affirmée et de dire, tu sais, voilà le packaging complet, puis si tu prends tout, tu prends rien, puis c'est tout, quoi. Tu viens de mentionner à 2 reprises que c'est un dévoilement, puis c'est pour ça que tu es ici et tout ça. Ouais. Donc, comme tu as dit, c'est ton premier podcast. Ça veut dire que publiquement, tu n'avais jamais mentionné. Fait que comment on se sent quand on fait cette étape-là? Mettons que quelqu'un là, qui est en train de faire le travail du sexe puis qui est un peu encore dans le... Comment tu le vis, là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en ébullition à l'intérieur, mais je le cache bien. Je suis super heureuse. En fait, je veux me sentir libre, en fait. C'est aussi pour cette raison que je le fais. Parce que j'aime ce que je fais, j'aime ma job. Je suis heureuse de vivre là-dedans, dans les 2 types de jobs, que ce soit la sexo et en plus, la sexo aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on va en parler un peu plus, mais j'ai fait des choix de vie au niveau de la sexologie et les choix que j'ai fait au niveau du travail du sexe. Pour moi, c'est tellement fluide, c'est tellement l'entièreté de qui je suis, puis enfin, je peux me montrer entière, quoi. Le stage que tu as fait, à moins que je me trompe, c'était un stage que tu as fait pour les personnes en situation de handicap en sexologie, ou est-ce que tu as créé un programme d'éducation pour eux autres? Ouais, alors là, c'était mon stage de bac de l'UQAM, là. Oui, exactement, ton stage de bac de l'UQAM. Oui. Donc, si tu dis les choix que j'ai faits en sexologie, c'est parce que tu travailles encore sur les 2 pans de façon séparée? Alors en fait, c'est qu'au niveau de la sexo, moi, la clientèle cible, il y a des personnes en situation de handicap que j'ai en clientèle sexo et que je n'ai pas le côté travail du sexe. Je préfère le préciser encore aussi, évidemment. Oui, parce qu'en fait, c'est un des règlements que tu as décidé. De toute façon, on n'a pas le droit en relation. On n'a pas le droit. Si tu continues à garder le même code d'éthique, même si tu n'es plus membre de l'ordre des sexologues, tu ne peux pas avoir de relation personnelle avec les gens que tu es en relation d'aide avec. Tout à fait. Et donc ça, par contre, c'est quelque chose qu'évidemment, j'ai conservé. Donc voilà. Mais je me suis aussi spécialisée auprès de personnes qui sont non monogames. Donc, parce que moi, dans ma vie personnelle aussi, je suis libertine. J'ai commencé le libertinage il y a plusieurs années. Pareil, j'ai vu dans le milieu libertin, les petits stéréotypes, les préjugés, les machins, les petits trucs qui, selon moi, seraient à éliminer pour que chacun puisse vivre sa non-monogamie de façon plus éthique et saine, également, pour tout le monde. Puis donc, je suis à travailler aussi là-dedans, tu vois, donc avec une clientèle non monogame et à faire des ateliers pour les personnes qui sont non monogames. Des ateliers dans le sens pour qu'ils puissent naviguer leur non-monogamie, si, mettons, ils ont besoin d'aide, ou pour dire « Hey, on veut ouvrir notre couple, mais on ne sait pas trop comment s'enligner ». Ça va dépendre du thème de l'atelier. En fait, les ateliers, c'est plus des groupes de discussion, je te dirais. Ouais. Donc oui, ça peut être sur l'initiation au libertinage. Donc comment, un couple qui veut se lancer là-dedans, que ce soit un couple ou une femme ou un homme seul, parce que même une personne seule peut aller là-dedans. Je me demandais si les hommes avaient le droit de rentrer dans les clubs de libertinage seuls. Non, rentrer, mais ça dépend du club puis des règles du club. Oui, parce qu'on avait parlé avec Ray Gagné. Exactement. Il y a des clubs que c'est soit par référence ou d'autres clubs que il faut que tu rentres, mais il faut que tu sois absolument accompagné. Puis encore là, le libertinage passe pas juste par les clubs. Ça dépend les soirées aussi. Les soirées aussi. Parce que j'ai travaillé aussi dans un club libertin, pareil, ça, quand j'étais aux études en sexo. Donc, tu vois, toute ma vie, elle tourne autour de la sexualité, autant du côté psychologique que du côté pratique. C'est ça. C'est ça. Puis le libertinage, comme tu disais, c'est pas juste dans les clubs. Fait que tu peux être un homme puis pratiquer le libertinage. Mais oui, j'imagine qu'en plus, c'est maintenant... Ananas à l'envers. Anyways, excuse. Non, mais c'est parce que je veux dire... Ça fait beaucoup d'informations. Attends, laisse procéder. Ce que j'ai dit ananas à l'envers. Ananas, oui, ça, c'est le symbole du libertinage. Mais c'est parce que, tu sais... moi, j'ai appris il n'y a pas si longtemps le terme de la licorne. Ah oui, OK. Que j'étais comme, mon Dieu, je suis bien en retard, vierge. Parce que je suis débranchée, bien raide. T'as pas regardé ma bio sur Facebook, alors? Non, j'ai pas, tu sais, mais là, je comprends que quand tu disais, tu sais, c'est déjà arrivé que je suis allée en situation avec un homme en situation de handicap et une femme, j'ai fait, elle était une licorne. Absolument. Mais là, j'ai comme fait, OK, elle était une licorne dans cette situation-là. Mais
là, étant donné ton expertise, tu étais une licorne payée. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui vont être la licorne par libertinage, puis il y en a d'autres qui font la licorne par travail. Ouais. Et licorne par travail, c'est pour souvent un chaperon rouge. C'est des chaperons. Ah, tu me viens dessus, là, à cause qu'on a dit chaperon tantôt? Oui. Ah, t'es con. J'étais comme là, je sais que j'en connais pas, là, mais là, tu me niaises, là, vierge. Et là, C'est comme... Bon, mais moi, tu l'as caché très vite. Mais parce que j'étais comme déjà que je viens d'apprendre licorne, là, je suis bien dans le champ. Mais les messieurs, c'est quoi? Les chaperons, c'est qui le C'est quoi les messieurs? Les messieurs qui... Des rhinos. Des rhinocéros. Ah ben oui. Rhino ou centaure, parce que des fois, il y en a qui utilisent ce mot centaure aussi pour centaure, qui est plus côté... qui n'existe pas comme la licorne, entre guillemets. Ouais. Ah, OK, moi, je comprends. Ouais, je comprends. Ouais. Mais t'as quand même envoyé. C'est un peu violent, rhino. Non, ça non, mais tu sais, je veux dire, tu comprends-tu que... La corne bien dure, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Mais ça me je le vois charger, là, de façon... Un centaure aussi. Ouais. C'est un cheval, hein. Demi-cheval, là, c'est un arc, des flèches. Ouais, mais on dirait que ça a la tête pour se dimer un peu, là. Tu comprends pour... Ouais, mais pas le shaft. Anyway, c'est pas ça qu'on parle. Oh, d'un coup de ouais, c'est ça. Fait que là, mais c'est ça qui est que je trouve agréable dans ton profil, c'est que non seulement, tu sais, comme tu portes plusieurs chapeaux, tu les as divisés longtemps, mais là, tu veux les regrouper ensemble, mais sachant quand même qu'il y a des limites au regroupement. Oui. Parce que tu peux pas, tu sais, comme faire des ateliers avec des gens qui veulent ouvrir leur couple puis faire comme... Fait qu'on est mardi, bienvenue. Samedi, vous pouvez m'embaucher comme licorne. Absolument. Puis aujourd'hui, ben je vous dis comment ouvrir votre couple. Tu sais, ça marche pas, ça. Non, ça c'est certain que c'est non. Et puis... des gens que j'ai rencontrés dans le libertinage, tu sais, j'ai jamais eu le cas de gens qui voulaient me rencontrer qui voulaient me voir dans le libertinage, mais qui m'auraient contacté de l'autre côté, du côté Eden, tu vois. Là, par contre, c'est sûr que si ça venait à se pointer à un moment donné, ben, je trouverais une façon. Puis maintenant, j'aurais moins... Tu diriger de toute façon. Ben oui, j'aurais moins de difficulté à dire, ben regarde, on se connaît, mais tu connais pas maintenant, tu connais mes deux noms, entre guillemets. Donc, ouais, je comprends. Mais là, j'imagine maintenant du monde qui nous écoute chez eux ou dans l'auto qui font comme... Fait que là, il va falloir que je choisisse quelle barre je la veux. C'est ça. Non, mais ouais, c'est ça. Ceux qui me connaissent du côté Eden, je demanderais à ce que ça reste du côté Eden. Et puis ceux qui connaissent du côté Malicia, ben, OK, tu sais, je veux dire, venez pas mélanger, comment dire, ceux que j'ai d'un côté, j'ai pas envie forcément de les avoir de l'autre et inversement non plus. Donc, c'est pas parce que j'ai un Facebook Eden et que j'ai un Facebook Malicia que je veux les regrouper non plus les deux, là. Je comprends. On veut que, tu veux que les gens sachent que tu peux être tout ça, mais ça veut pas dire que tu veux les marier pour travailler ensemble. Un mix, c'est pas travail et plaisir payé. Non, mais je peux pas parler quand j'ai quelque chose dans la bouche non plus. T'sais. Ben non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Ça faut pas parler dans le temps. Qui va? Une très bonne rythmique. Merci. L'expérience. T'as-tu craché sur le Non, j'ai craché sur le micro. Un beau stéréotype de porn. Est-ce que tu sens que ça peut t'apporter des effets secondaires négatifs d'avoir jasé avec nous aujourd'hui? Puis si oui, t'es as-tu anticipé ou t'as-tu une idée qu'est-ce que ça pourrait être? Ou t'as déjà tout perdu? Oh. Non, mais tu sais, il y en a qui sont comme hey, moi, je me suis déjà fait chier dans le passé pour telle affaire. Là, ça va, là, tu sais. Qui vivra verra. Après, je me dis, tu sais, on peut pas contrôler ce que les gens font ou disent. Moi, je peux contrôler comment moi, je peux réagir à ce que les gens vont faire ou dire. Donc, ben, voilà, je suis 100% responsable de moi, puis les gens font ce qu'ils veulent. Je comprends. Donc, non, je perdrai plus rien parce qu'en plus, je travaille à mon compte. Alors, tu sais... Ça aussi, c'est un avantage que j'ai créé. Ouais, des deux côtés. Ben oui, ouais, je l'ai créé volontairement pour ne plus avoir à dépendre de quelqu'un et me dire, ben, si je fais mon coming out, comme, tu sais, il y a des personnes qui sont dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, auprès des enfants, oh my God, que ce soit autant du côté libertinage que du côté travail du sexe, que, tu sais, tout ce qui a trait à la sexualité, les gens qui sont dans des métiers comme ça ou quoi, ben, ils ont plus de difficultés à pouvoir en parler, puis c'est... Oui. Ben, après, c'est dommage. Mais même s'ils n'ont pas des métiers comme ça, ceux qui ont des comportements ou des envies sexuelles qui sont différentes, mais qui travaillent genre auprès des jeunes ou, tu sais, comme dans un milieu qui est plus traditionnel, vont rarement parler de leur sexualité parce que après ça, les gens leur accolent une étiquette
qui vient avec un jugement, puis là... Dans leur job. Dans leur job. Tu sais, je me souviens, il y avait eu tu sais, dans le temps que Barbada faisait des histoires aux enfants, là, puis qu'après ça, il y avait un vieux post qui était ressorti, qu'il avait décidé de faire un genre de masturboton pour ramasser de l'argent pour des enfants. C'est comme, la cause était pas, tu sais, comme, tu comprends que l'activité pour donner l'argent à des enfants n'était pas incroyable. L'activité était aussi boiteuse que le lien qu'ils ont fait. Mais c'est ça, mais l'activité était quand même entre adultes, consentants, ça n'avait rien à voir à aller après ça raconter cette histoire-là à des enfants dans une bibliothèque. Ouais. Mais parce que on n'est pas encore, tu sais, puis je disais tout le temps, mais arrêtez de paniquer, vous savez même pas si la prof primaire de votre enfant est pas dans un dojo. Un donjon, pardon. Mon gars, il fait du karaté, je me mélange de 5 Je dis donjon au karaté. La mêle pas au donjon. Non, c'est ça. T'amènes ton enfant au donjon. Je me mets, là, non, ça, sacrément. Fait que... Tu dis fisting sans un. Mais c'est ça, mais tu sais, ils savent pas. C'est pas. OK, non, on parle de mon enfant, c'est non. C'est pas ton enfant qu'on parle. OK, merci, parce que là, sacrément. Non. Wow. Et même si ce n'était pas mon enfant, c'est un enfant. Mais fait que c'est ça. Fait que tu sais même pas là, si la prof primaire de ton enfant est pas dans un donjon ou en train de faire du libertinage ou tu sais peu importe. Fait que t'as aucune idée. Laisse les gens faire leur sexe. Les gens font souvent des liens boiteux qui n'ont pas rapport. C'est comme il y a quelques années, une personne du nom de Joël Legendre. Bon, il est arrivé un scandale, peu importe, blabla. Et puis là, quand on parle de MeToo, le nom de Joël Legendre arrête pas de ressortir. Puis je suis comme, c'est quoi le rapport? Oui, mais Joël Legendre est retourné dans les médias. Mais il a rien fait. Pour ceux qui savent pas, qui ont vécu en dessous d'une roche, Joël Legendre, bon, il était dans un parc, bref, puis il s'est fait pogner par un policier. Il est en train de se masturber. Bref. En fait, le policier, puis lui, ils ont comme... Le policier, il a regardé, puis là, lui, il a sorti son pénis, puis il a fait ce genre d'affaires qui te tente. Puis là, lui, il a fait, je suis un flic, puis il l'a collé, tu sais, comme, parce que il allait un peu undercover pour pogner, parce que c'était un parc qui était réputé pour qu'il y avait des hommes là-bas qui se pognaient. C'était de jour. Non, c'était de jour. Non, attends, mais excuse-moi. De jour. De jour, mais c'était loin dans la forêt, dans le parc. C'est pas un parc d'enfants, là. Quand on dit parc, là, c'est un parc à Longueuil, là. Je sais même pas, mais la façon que ça a été fait, c'est que le policier a joué le gars consentant. Oui. Puis quand il a flippé le bird, ben là, il a fait, t'as pas le droit de montrer ta graine en public. Oui. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, dude, tu peux pas mettre ça sur un MeToo, c'est de l'exhibitionnisme en public. C'est pas même affaire. Il y a eu le même ticket que si moi, je vais dehors et je vais pisser dans une ruelle. Oui, c'est ça. C'est le même. Puis là, les gens essayent de mettre les deux en même temps. Les gens font des liens qui n'ont pas rapport. Ça pas rapport. Il n'y a rien fait. Oui, mais encore une fois, tu peux pas contrôler ce que les gens pensent. Exactement ce que tu disais, ouais, voilà. Juste contrôler ce que toi, tu veux dire ou penser, réagir en fonction de ce qui se passe là. Oui, mais tu peux pas contrôler ce que les gens pensent, mais quand tu es la presse... Oui, tu as une certaine responsabilité. Tu as une certaine responsabilité, puis que je trouve qu'ils apprennent pas beaucoup. Non, de moins en moins, en fait. Quand il s'agit de sortir le scoop ou parler d'une affaire ou vouloir avoir le clic ou peu importe. En fait, ils vont mettre ça plus gros, puis là, les gens vont faire comme « Ah! Il s'est masturbé à côté de des enfants dans un module de jeu. » Ça fait vendre. Exactement ça fait vendre, c'est le clic. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça, c'est le sensationnalisme. C'est pas ça que le journaliste a écrit, là. Mais il a écrit, ils ont quand même été, ils ont souligné le mot parc, ils ont souligné le mot enfant. Tu sais, tu comprends? Fait qu'il y a des affaires qu'à un moment donné, tu fais comme, ouais, mais regarde, ce qui pourrait sortir pour aujourd'hui, là. OK, la fille a été sexologue et puis maintenant elle est bâchée en sexologie puis travailleuse du sexe. T'imagines le gros titre, là, ce que ça pourrait faire aussi? 100%. Évidemment que ça, j'y ai pensé. Si ça peut leur faire manger et avoir apporter de l'argent pour qu'eux ils vivent et puis que leur famille vive, tant mieux. Puis si la presse savait la quantité de gens qui sont diplômés en sexologie, qui sont aussi travailleuses du sexe, je pense que ça serait un papier général. 100%. 100%. Mais comment ça, faut pas en parler? Mais c'est ça, tu sais. Oui, là, ouais. À un moment donné, les gens, faut pas en parler, mais ça reste quand même un choix que tu décides de vivre. Puis
Oui, mais attention, hein, si tu dis ça à l'ordre... Oui, mais c'est pour ça que les gens ne sont pas membres de l'ordre habituellement quand ils travaillent ces deux Ouais, tableaux. absolument, c'est vraiment ça. Ou tu sais, comme, il y a vraiment un des deux tableaux qui est dans le garde-robe. Ouais. Je te souhaite que cette ouverture-là de ta vérité te permette d'avoir une vie plus légère, que ça te permette que les gens t'abordent avec sincérité puis que tu puisses leur remettre cette sincérité-là. Les gens peuvent te rejoindre de quelle façon? Là, tu as dit que tu avais 2 Facebook, mais c'était un peu... Oui, alors j'ai une page... Fait que s'ils veulent... C'est ça. S'ils veulent des ateliers en sexologie sur l'accompagnement au libertinage, c'est... Malicia Auton, BA en sexologie et coach de couple. OK. Fait que s'ils mettent ça dans le moteur de recherche ou sur Facebook, ça va sortir. Avec mon nom, prénom, ça devrait suffire aussi. Parfait. Et s'il y a quelqu'un qui est en situation de handicap... Qui veut de l'accompagnement, en fait, de l'accompagnement. Si c'est de l'accompagnement, effectivement, ce sera plus du côté Eden. Eden, Facebook. Alors, sur Facebook, vous cherchez Eden Amireuse. Amireuse, Eden Amireuse. Comme ça leur permet d'avoir accès à discuter avec toi, d'avoir une affection, bon, etc. Peu importe. Après, il y a les rendu là, vous vous arrangerez. Exact. Ouais, devenez pas mon pimp. Hein, non, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de promotion. Il n'y a pas de promotion qui se fait ici. Non. On est là juste pour dire que certains services existent puis que ça peut faire du bien à la tête des gens. Voilà. Oui, pas qu'à la tête, mais oui, merci. Ah, c'est bon, ça.